Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle toujours Anthony, ça n'a pas changé depuis le dernier épisode et j'espère que vous avez la forme. Moi, je pète la forme. Surtout qu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu consistant, je ne vais pas vous mentir, puisqu'on va parler de l'avenir de l'immobilier. Est-ce que tout va s'arrêter? Est-ce que ça va être le cataclysme? On va essayer de répondre à ces questions. Donc, comment je vais orienter cet épisode? Je me suis appuyé sur une étude de Terra Nova, c'est un audit américain qui donne plusieurs directions concernant l'avenir de l'immobilier. Donc, on va traiter de ça. Et puis après, moi, je vous donnerai un peu plus mon ressenti et ce que j'en pense. Comme d'hab, petit disclaimer, mais tout ce que je vous dis ici, ça reste que mon avis. C'est que ce que je pense et c'est pas une généralité pour tout le monde. Et vous aurez peut-être une vision différente de la mienne à la fin de ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Je fais ma petite promo vite fait. Mettez 5 étoiles à ce podcast, des reviews. Si vous voulez m'envoyer des commentaires, je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent. Donc Instagram, c'est Anthony-THRD, Anthony A-N-T-H-O-N-Y. Voilà la team, et puis écoutez, je vous dis, c'est parti. Bon, du coup, pour pas que ça soit trop chiant, je vais essayer de condenser un maximum. Alors, Terra Nova, en fait, nous explique qu'il y a plusieurs directions possibles, concernant l'immobilier dans 20 ans. Le premier, c'est la concentration métropolitaine. Le deuxième, c'est la saturation urbaine. Ensuite, on a une révolution des partages. Et donc, le dernier, c'est l'orientation vers un réseau de métropoles. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer un peu ce que comprend la concentration urbaine. Donc, en gros, la concentration urbaine, c'est, selon Terra Nova, tout le monde se concentre dans les grosses villes et toutes les petites villes autour. Du coup, il y a un déséquilibre qui va s'accentuer au niveau de l'occupation du territoire. D'accord, ça paraît logique, mais en gros, plus il y a de monde dans la grosse ville, moins il y a de monde dans les petites villes. Mais du coup, il y a un déséquilibre qui se crée. Et avec ça, on a des dégradations au niveau de la qualité de vie, au niveau du bien-être des habitants. Par exemple, la qualité de vie des personnes les moins mobiles, c'est pas tip top. Ensuite, on a tout ce qui est réseau public, en fait, qui soutient pas la charge de travail et donc c'est en deçà du réel besoin. Et puis, on a du coup un mode de vie peu soutenable. Vous vous doutez bien, dans une grosse ville archi blindée, vous êtes tout le temps en train de courir partout, etc. Enfin, en gros, c'est Paris en plus. Alors, je sais pas si c'est... je vais essayer de rester neutre, d'accord? Mais bon, j'ai un peu mon avis là-dessus. Ensuite, on a un coût collectif qui augmente. Et c'est normal, en fait, à cause des équipements, des infrastructures et de la pollution. Mais par contre, à côté de ça, le coût augmente, mais on a zéro compensation au niveau des impacts négatifs par rapport à l'environnement, par exemple. Et l'impact est de plus en plus négatif, en fait, à cause du développement perpétuel. Ensuite, on a également un accès au logement de plus en plus compliqué, et ça aussi, c'est normal. Vous vous doutez bien, plus il y a de monde dans une ville, les bâtiments, ils poussent, mais ça pousse pas en 2 mois. Donc, on a un accès au logement qui est de plus en plus compliqué, des logements de moins en moins bonne qualité, et ensuite, on a une accentuation des écarts entre les propriétaires et donc les propriétaires de leur RP, les propriétaires bailleurs et les autres. Donc en gros, on parle de tout le monde
qui n'est pas propriétaire, donc tous les locataires. On a les métropoles qui attirent des jeunes et des actifs, mais la compétition est tellement rude, et notamment au niveau des espaces de travail, pardon, au niveau des espaces de travail, des habitations, bah en gros ça devient la galère. Le deuxième scénario, selon Terra Nova, c'est la saturation urbaine. Alors en gros, la saturation urbaine, elle arrive à un point de saturation. Je fais que me répéter, mais c'est ça. En gros, on a un manque de place, on a les prix des logements et la vie quotidienne qui sont devenus invivables. On a du bruit, on a de la pollution, des pics de chaleur, des transports qui sont saturés, détériorés. Et en gros, bah, la vie en ville, c'est mort. C'est mort. La ville, elle est plus attractive. Donc, la ville ne répond plus aux besoins des habitants, du fait notamment du coût excessif de la vie. Hashtag Paris. Les logements sont trop petits. Hashtag Paris. Le stress qui use. Hashtag Paris. Logement mal adapté aux familles et au vieillissement des personnes. Et c'est hashtag Paris aussi. Bref, tout ça fait qu'on a une exode vers l'arrière-pays et une délocalisation du travail. Alors, je vais peser mes mots, quand je vous parle de l'arrière-pays, je vous parle pas d'une petite ville de 200 habitants au milieu d'un champ avec rien à la ronde. Et donc voilà, on a une exode vers ces villes-là, et du coup une délocalisation du travail. À cause de ça, va déclencher énormément de télétravail, donc on va chercher à mettre en place de plus petites structures plutôt qu'un gros siège. On va préférer par exemple, je vous dis une bêtise, mais au lieu d'avoir une boîte à Paris qui embauche 200, 300 collaborateurs, on va préférer peut-être des petites antennes régionales avec peut-être 50 voire 100 collaborateurs. Également, on a cet exode vers l'arrière-pays qui est dû aussi à cause des petites villes qui ont un avantage indéniable, bah c'est que dans les villes, dans les plus petites villes, on a un gain de place et ça coûte moins cher. Donc tout ça, ça favorise aussi des changements de consommation. On a une évolution de l'agriculture. On va essayer de pratiquer l'autoconsommation et on va privilégier les circuits courts et notamment, par exemple, aller s'approvisionner directement à la ferme. Et donc, pour tout ça, il y a quelque chose qui est nécessaire. Il va falloir s'occuper de tous les logements qui sont laissés vides ou laissés à l'abandon afin de répondre à la demande croissante d'habitation ou de surface commerciale. Parce que les grosses villes, c'est rare d'avoir des vieux débris, d'avoir des surfaces commerciales vides, mais dans les villes plutôt moyennes, bah c'est pas quelque chose de rare. Vous pouvez marcher dans la rue et voir des boutiques qui sont vides. Vous pouvez voir énormément de logements qui sont laissés à l'abandon. Et donc tous ces logements-là, il va falloir s'en occuper. Donc ça, c'était le scénario numéro 2. Alors, le scénario numéro 3, c'est la révolution du partage. On est plutôt sur une dynamique de l'évolution du mode de vie. C'est-à-dire qu'on va passer un seuil dans la ville. La ville est déjà dense, mais elle va devenir encore plus dense. Mais, à contrario, elle va être moins rythmée par l'alternance des déplacements, travail, etc. On va avoir un développement de la voiture autonome qui va se développer, c'est-à-dire que on aura moins de voitures, mais qui tournent en permanence. Alors, ça c'est mon petit avis perso, je sais pas, j'ai un doute, ça fait un peu cinquième élément, mais peut-être, dans 20 ans, qui sait, on sait pas le progrès qu'on peut faire. Et donc, du coup, un développement des véhicules autonomes, dans ce cas-là, on aura moins de voitures et des voitures qui vont tourner en permanence. Donc, du coup, la ville, elle va être attractive parce qu'il y aura moins de voitures, il y aura des espaces qui auront été regagnés, notamment par exemple on va récupérer des places de parking, on va pouvoir faire des. Vous savez, il y a des grandes places de parking. Peut-être que ces places-là, ça sera un immeuble à la place.
Ça fait beaucoup de place dans la phrase, mais désolé. Donc du coup, on a une métropole qui va être plus active, mais plus vivable aussi. On va aussi avoir des habitants qui sont plus uniquement en ville, mais qui vont accepter d'autres logements qu'en hyper centre-ville. Donc on va plutôt aller vers les petites banlieues, etc., etc. Et l'économie de partage, elle va aussi se développer. On va procéder à plus d'échanges de biens et de services. Et ça va permettre d'améliorer la qualité de vie. On aura plus de solidarité, ce qui manque un peu dans les villes de maintenant, quoi. Donc ça, c'était le scénario numéro 3. Le scénario numéro 4, il est intitulé Le réseau des métropoles. Donc en gros, on nous explique que le dynamisme métropolitain s'accentue et irrigue une grande partie du territoire. Les zones rurales tirent aussi parti de ça, notamment grâce à leur tranquillité de vie, du coût de la vie et des paysages plutôt naturels que industriels, etc. Mais le problème, c'est que ces villes-là vont uniquement attirer une population qui est dite de transit. C'est-à-dire c'est une population qui va être là pour les vacances, Club Med, de retraite, Club Med, ou pour une année sabbatique, Club Med. Ensuite, on va également avoir un télétravail qui va se développer, mais qui va se développer vraiment. Alors, j'ai peut-être petite, un petit avis en tant qu'investisseur, mais si ça devient réellement quelque chose qui s'est vraiment démocratisé énormément, on pourrait peut-être repenser aussi l'aménagement des logements. C'est-à-dire que, imaginons, à part si vous faites du logement étudiant, alors là, dans ce cas-là, vous faites un coin bureau, etc. Mais si vous faites des logements d'habitation, il faudrait peut-être penser et aménager en tant que logement mixte, c'est-à-dire une partie habitation et une partie bureau. Après, ça, c'est que mon avis. Après, il faut voir comment ça va se développer, etc. Mais je pense que ça serait bien d'avoir que les gens seront plus enclins à prendre une location avec un espace bureau vraiment dédié ou une pièce à part qui est en bureau. Enfin, voilà, c'est une petite idée qui est comme ça, qui m'est venue comme ça. Ensuite, on va avoir les villes moyennes en périphérie qui vont énormément se développer. Du coup, on va avoir une zone économique qui sont plus exclusivement dans les gros pôles métropolitains, mais on va irriguer une bonne partie de la région. Notamment grâce à la recherche d'espace et de main-d'œuvre, et avec une volonté de rupture à rallonger les chaînes de fabrication. On a les petites entreprises et des industries qui rendent partie également de leurs savoir-faire locaux et des nouvelles technologies, par exemple les impressions 3D, etc. Et ces villes-là, ces entreprises-là vont venir s'installer en dehors des métropoles, parce que ça va coûter moins cher et on aura plus de place. Donc du coup, on a la ville moyenne qui va aussi se développer en prenant relais des métropoles. Le dynamisme, du coup, automatiquement, plus il y a de monde, plus il y a d'activité, plus le dynamisme de la ville va augmenter. Et donc du coup, ces villes-là tirent parti de ça, notamment grâce à leur place, à leur coût et à leur tradition industrielle, etc. Et ce qui est beau dans ce scénario, c'est que en fait, les petites villes, elles tirent parti déjà de ça, et en fait elles vont tirer doublement parti parce que ces villes-là vont gagner en population, et du coup on va revaloriser et réhabiliter leur centre-ville, etc., leur commerce, etc. Donc la ville va devenir encore de plus en plus attractive. Donc ça c'était les 4 scénarios que Terra Nova nous proposait. Maintenant, concrètement, il se passe quoi pour nous en tant qu'investisseurs? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que c'est la catastrophe? Bah non, clairement, je pense pas. Moi, je pense que dans 20 ans, 40, 50 ans, bon, à part les évolutions fiscales, ça, ok, on peut pas réellement savoir dans quel sentier battu on va nous ramener, mais pour moi, le business de l'immobilier, ça sera toujours ok. Que on passe 10 ans, 20 ans, 15 ans, se loger, c'est un putain de besoin primaire. On peut pas, on peut pas ne pas se loger. Donc à moins qu'il y ait vraiment un truc de fou qui se passe, il y a une révolution et l'immobilier devient gratuit ou je sais pas, il y aura toujours un besoin pour se loger. C'est sûr et certain. Sûr et certain.
Surtout que en plus, plus le temps passe et plus il y a d'êtres humains sur Terre. C'est un nombre qui est vérifiable. Vous pouvez regarder hier par rapport à aujourd'hui, il y a plus d'humains qui sont nés qu'il y a eu de décès. Donc, en France, il y aura toujours, toujours, toujours de la demande locative. Et puis, il y a également aussi une logique dans l'immobilier, mais il y a un cycle. Votre bien, quand vous l'achetez, il va tourner peut-être dans 10, 20 ans. Votre bien, vous l'aurez déjà revendu. Il sera déjà racheté par un autre investisseur ou une personne qui veut faire sa RP. Et ce bien-là, il aura peut-être encore été revendu. Enfin, il y a un cycle. Vous achetez, vous rénovez, vous exploitez et vous revendez. Dès que vous commencez à payer de l'impôt, on revend et on rachète derrière. Donc, il y a toujours un cycle. Le bien que vous achetez maintenant, dans je sais pas si vous faites énormément de travaux, mais à moins que ce soit un bien coup de cœur et un bien hyper patrimonial et que vous voulez le garder à vie. Mais normalement, un bien, on le garde aux alentours de 7 ans, 10 ans. Donc maxi 7 ans, 10 ans, votre bien, il est de nouveau sur le marché et il sera racheté par un autre investisseur pour être rénové, parce que votre déco, peut-être qu'elle aura pris de l'âge et ça sera plus au goût du jour. Et il va le rénover, lui aussi il va l'exploiter pendant quelques années, et puis il va le revendre. Et ça, c'est un cycle. Il y a toujours, toujours, toujours ce cycle dans l'IMO qui est, je vous dis une bêtise, mais dans les alentours de 7 à 12 ans, on va dire. Donc, tous les 7 à 12 ans, vous allez racheter quelque chose pour reloger des gens, etc., etc. Maintenant, la question que peut se poser, c'est que je me pose également, c'est est-ce que les territoires d'investissement de maintenant seront toujours les mêmes dans 20 ans? Et moi j'ai ma réponse dessus, et je pense que non, ça sera différent. Il y aura des territoires qui sont un peu considérés comme mauvais aujourd'hui, qui seront bons dans 20 ans. Et il y a plein, il y a déjà eu des exemples de villes comme ça qui étaient, c'était le méchant canard, et puis c'est devenu pas une pépite, on va pas abuser, mais c'est devenu une bonne ville. Il y a des exemples comme ça, je vous en donnerai après. Mais pour moi, au niveau des quatre directions que je vous ai énoncées auparavant, moi je pense que le scénario concernant la saturation urbaine, moi je pense qu'on va plus s'orienter vers ce scénario-là. Je vous fais un petit débrief vite fait. La saturation urbaine, on arrive à un point de saturation, les gens manquent de place, prix des logements, vie quotidienne insupportable, les gens vont dans leur RPI et sont de plus en plus en télétravail, on a des petites structures plutôt que des gros sièges, etc., etc. Moi, je pense que ça serait pour moi le plus plausible. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, c'est mon avis, mais moi, je pars de ce constat et je me dis que dans 20 ans, ça sera ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les secteurs d'activité ou les secteurs où on investit maintenant seront toujours les secteurs de demain. Et moi, clairement, si je prends ce scénario, moi je vous dis que non. Je vous dis que non parce que pour moi, un secteur qui est pas ouf maintenant, avec ce scénario 2, peut-être que dans 20 ans, ça sera un bon secteur. Ça sera un secteur où il y a de l'activité, où des grosses entreprises se seront implantées, notamment par exemple, je peux citer Amazon par exemple, qui a besoin d'entrepôts. Il n'y a pas qu'Amazon, mais il y a plein de sociétés comme ça, vous voyez, qui cherchent vraiment de l'espace, la construction automobile, Tesla. Vous voyez, il y aura plein d'activités qui auront besoin d'espace dans le futur. Et je pense que cet exode vers la RPI va jouer en positif pour certaines villes. Alors bien sûr, je pèse un peu mes mots quand je vous dis les secteurs de demain. Je vous parle pas de la petite ville de 500 habitants avec rien autour à plus de 50 km à la ronde. Non, je vous parle pas de ces villes-là. Moi, je vous parle des villes qui sont peut-être à 1 heure, 1 heure et demie de gros pôles métropolitains. Peut-être que ces villes-là, actuellement, sont pas encore au top, mais d'ici 20 ans,
ça sera les secteurs to be, vous voyez. Et moi, clairement, ouais, je pense que ça va être vraiment quelque chose à privilégier, parce que les grosses villes vont arriver à saturation. Si on prend un peu la crise du Covid qu'on a subi et ce confinement, on a bien vu quand même que ce scénario-là est quand même totalement plausible. Ça a ouvert les yeux à pas mal de monde, à se dire que c'était pas possible de rester dans un logement de 16, 17, 18, 19 mètres carrés. Et les gens qui ont tiré parti de ça, c'est les personnes qui avaient une résidence secondaire ou qui habitaient à la campagne. Par exemple, moi, ma famille, ils ont été confinés, ils habitent dans le Nord, et ils ont tous une maison avec un terrain immense derrière. Pour eux, le confinement, ça n'a pas été un truc de fou. Alors que pour les Parisiens, quand je regardais des interviews de Parisiens, les mecs se tiraient une balle, quoi. C'était pas vivable. Et je les comprends totalement, parce que c'est une cage à lapin, le truc. Et donc, je pense que ça, voilà, la crise du Covid, ça a ouvert les yeux à pas mal de monde, et notamment aussi à repenser l'économie, notamment avec le télétravail. Je pense que dans un futur assez proche, sur ça, je pense que ça va être assez proche, mais on va repenser l'économie, il y aura de moins en moins... Alors bien sûr, il y aura toujours les métiers où il y a un besoin réel d'être présent, mais il y a des métiers où on vous dit de venir au bureau, et puis le boulot, vous pouvez le faire chez vous. Ça changerait pas que vous le fassiez au bureau ou que vous le fassiez chez vous. Et moi, je pense que voilà, ces métiers-là, on va partir sur beaucoup de télétravail, et du coup, on va repasser un peu sur le scénario numéro 2, mais on va privilégier de petites structures plutôt qu'une grosse entreprise, qu'un gros siège. Je pense que voilà, dans un futur assez proche, il y a ça qui va se mettre en place, et il faudra quand même y penser dans le développement de son portefeuille et sa stratégie à long terme. C'est surtout sa stratégie à long terme, parce que si vous continuez d'investir uniquement dans des grosses villes et que... alors bien sûr, les grosses villes seront toujours attractives, ça c'est sûr et certain. Une ville comme Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, vous doutez bien que ces villes-là, ça sera toujours des zones tendues. Sur ça, on est complètement d'accord. Ce sera tout le temps des zones tendues. À moins que y ait Hiroshima qui passe par là. Mais voilà. Mais il y a quand même un enjeu assez important sur les villes annexes, les villes de l'arrière-pays, parce qu'il va y avoir un développement assez certain, pour moi, dans ces villes-là. Donc peut-être prendre de court l'évolution du marché et commencer à investir dans des villes qui actuellement sont pas chères, mais qui vont prendre énormément de valeur prochainement. C'est une idée lancée en l'air. Donnez-moi vos avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça on peut discuter sur un prochain podcast, etc. Donc pour résumer, moi je vous dis que ouais, le business de l'IMO, ça sera toujours ok, ça c'est sûr, mais il y aura des choses différentes du marché d'aujourd'hui, des mentalités différentes aussi. Je pense par exemple à l'écologie. Je pense que l'écologie va prendre une place vraiment prépondérante dans l'habitation, c'est-à-dire acheter, rénover, la qualité des matériaux. Je pense que tout ça va quand même jouer dans le futur. Les gens prennent de plus en plus conscience de la nécessité de faire attention à ce qu'ils mangent, de la qualité des affaires qu'ils prennent, plein de choses. Je pense que voilà, la partie écologie au fil des années, va gagner en importance. Ensuite, l'élargissement des villes. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, l'élargissement des villes, je pense que les villes ne se suffisent plus à elles-mêmes et sont obligées d'englober d'autres petites villes à côté. Et je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé là il y a même pas 3 jours, il me semble. En fait, avec des associés, on regarde pour acheter sur le secteur lillois. J'ai voulu regarder sur une ville à côté, Roubaix, et j'ai voulu consulter le PLU. Le PLU, pour moi, c'était un PLU par ville, etc. Je savais que ça existait des PLU qui regroupaient plusieurs villes, mais je pensais pas que Roubaix en faisait partie. Et en fait, j'ai voulu regarder le PLU de la ville de Roubaix, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'île ne se suffit plus à elle-même, et du coup, englobe toutes les villes annexes qui sont à côté, à savoir Roubaix, Tourcoing, etc., etc. Et ils ont créé un PLU global
de tout le territoire. Ils ont appelé ça, je sais plus comment, mais en gros, c'est un nom et tout. Et le PLU, c'est un PLU global. C'est-à-dire que pour Roubaix, j'ai dû cibler, par exemple, j'ai recherché les zones pour savoir, par exemple, sur la création de parking, etc., etc. Putain, j'ai galéré de fou, parce que il y avait plus de 200 pages, et en gros, c'est un PLU global, c'est plus par ville, et donc voilà. Ça preuve, c'est la preuve que les villes ne se suffisent plus, et qu'on commence à gratter. Des villes, par exemple, là, il y a, je vous dis une bêtise mais en termes d'années, mais il y a peut-être 10-15 ans, Roubaix, c'était pas du tout attractif, d'accord? C'était une ville où personne voulait aller. Et pourtant, maintenant, Roubaix, ça commence. Alors bien sûr, il y a toujours des quartiers qui sont pas recommandés et pas recommandables, d'accord? Mais maintenant, Roubaix, vous avez des zones qui ont pris de la valeur de dingue. Donc voilà. Et complètement en contrario de ce que je viens de vous dire, vous avez également une désurbanisation. Vous avez beaucoup de monde qui quitte les villes. Et pour en revenir sur le Covid, par exemple à Paris, vous avez pas mal de personnes qui se sont dit c'est bon, stop, je quitte Paris, je vais m'installer en province et je prendrai les transports en commun. Donc vous avez aussi également l'aspect contraire de ce que je viens de vous dire. Maintenant, mon avis sur autre chose, est-ce que les prix de l'immobilier vont continuer de monter ? Ça, c'est une grosse question. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que depuis 98, l'immobilier n'a fait quasiment que monter, et les salaires, par contre, sont restés toujours à peu près stables. Donc, est-ce que les prix, dans 20 ans, vont continuer de monter ? Alors, mon avis perso, moi je suis pas sûr, à moins que les salaires augmentent. Mais le problème, c'est que, regardez par exemple à Paris, vous voulez acheter un appart qui fait 2 chambres, faut être limite 2 pour acheter un appart, quoi. Est-ce que c'est toujours vivable ? Donc, dans les grosses villes, alors on se doute bien que dans les grosses villes, Paris, Lyon, Bordeaux, toutes ces grosses villes-là, l'immobilier a très peu de risques de baisser, ça c'est sûr. Maintenant, à regarder sur les villes de province, et encore plus loin même, est-ce que ça va continuer de monter ? Moi, je pense qu'à un moment, ça va être limité, on peut pas toujours aller plus haut, et il va y avoir une rectification. Maintenant, comment elle va se faire ? Alors là, j'ai pas du tout d'idée, mais à moins qu'on ait une augmentation des salaires qui augmente la capacité d'emprunt, etc., etc. Parce que après là, on a notre vision en termes d'investisseurs, mais après, il faut se mettre aussi en termes de primo-accédant, c'est-à-dire d'un couple, par exemple, qui cherche à acheter sa maison ou son appartement et qui commence à fonder une famille. Si le prix monte toujours, le pauvre, il va s'endetter sur très 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 longtemps pour avoir un prêt qui est convenable. Parce qu'après, le but, c'est pas, faut pas que les primo-accédants se mettent la corde autour du cou et arrivent à des mensualités de prêt phénoménales qui représentent plus d'un tiers de leurs revenus, vous voyez. Donc ça, c'est aussi une question à savoir, est-ce que l'immobilier va monter, les prix de l'immobilier vont monter d'ici 20 ans. Sur ça, sincèrement, moi je pense que à un moment, ça va se stopper. Maintenant, comment ça va être mis en place ? Sur ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, si vous avez des avis qui diffèrent des miens. Je suis preneur, j'adore les débats, et donnez-moi des arguments, bien sûr, hein, ne me donnez pas des trucs en l'air. Donnez-moi des arguments que je vous réponde avec clarté et efficacité. Maintenant, pour conclure, est-ce que on revend tout et on empoche notre plus-value et nos biens ? Moi, je pense que, comme on dit, il y a ce dicton qui nous dit l'immobilier c'était mieux avant et le deuxième moment pour investir c'est maintenant. Moi, je pense que ce truc-là est clairement vrai. Il faut bien avoir en tête que l'évolution du marché
enfin le marché immobilier va évoluer. Maintenant, c'est vous et vos décisions. Est-ce qu'il faut investir dans des zones qui actuellement ne sont pas ouf et dans le futur qui vont prendre de la valeur? Je sais pas. Moi, je sais que j'ai deux stratégies. J'ai une stratégie à cash flow où j'investis dans une ville moyenne, une ville de 30 à 40 000 habitants. J'ai une stratégie de cash flow et là, je commence à mettre en place une stratégie patrimoniale où j'achète des biens de premier plan qui me sécurisent un peu mon portefeuille. Mais moi, je pense que ouais, dans peut-être pas tout de suite, mais j'attends de voir un peu l'évolution. Mais je pense que je vais continuer à investir dans des villes annexes, là où il y a un réel potentiel de développement, des zones avec beaucoup de zones d'activité. Je pense qu'il y a de quoi faire. Pour en revenir, par exemple, je vous disais Amazon. Là, Amazon, ils ouvrent dans le Nord, ils ouvrent un entrepôt et ils embauchent 260 salariés. Donc ces mecs-là, Amazon va bien sûr mettre des mecs compétents, des mecs qui vont venir sur ce site-là. Donc c'est des mecs qui sont sûrement cadres, qui auront un besoin, qui auront une qualité de vie entre guillemets supérieure. Donc ils vont vouloir des biens de qualité supérieure. Maintenant, est-ce qu'ils vont acheter? Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont acheter. Du coup, ils vont être locataires. Donc il y aura une demande pour ces gens-là. Et il y aura également une demande pour tous les employés. Déjà, premièrement, les personnes qui habitent dans cette zone vont bénéficier automatiquement de ces emplois, mais je pense que ça va aussi attirer. Et il y a Amazon qui arrive, et il y a plein d'autres sociétés qui commencent à se développer. Et vous avez même des entreprises qui étaient parties à l'étranger qui commencent à se réimplanter en France parce que ils sont en train de revoir tout le système économique, à savoir cette volonté de rupture avec le schéma de production hyper long avec plein d'intermédiaires et à revendre quasiment en direct. Plus d'avoir de transport de bateau, d'avoir de transport d'avion. Non. Et la ville où j'investis, c'est une ancienne ville textile. Et là, on a des entreprises qui commencent à revenir s'installer avec le savoir-faire d'antan. Donc voilà, il y a quand même, je pense que il y a un coup à jouer, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est maintenant que ça va se faire ou dans 5 à 10 ans? Je pense que ça sera quand même un peu plus long, dans 5 à 10 ans. Mais bien penser à sa stratégie, pas se mettre des bâtons dans les roues maintenant et investir intelligemment. Voilà la team, je pense que c'est tout bon pour ce sujet. En tout cas, comme je vous le répète, mais participez, donnez-moi vos avis. J'ai un Insta, donc n'hésitez pas à aller dessus. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. Si vous avez des soucis, vous avez des problématiques auxquelles vous souhaitez une réponse, envoyez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous écoutez ça avant d'aller dormir. Alors je pense pas que c'est le meilleur parce que ça va vous faire réfléchir. Mais voilà, une bonne séance si vous êtes à la salle. Voilà la team, allez, je vous dis bonne journée, à la prochaine et ciao ciao ciao.